Bon, voilà, merci d'être venus nombreux encore ce matin pour la suite et la fin de ce week-end en hommage à Françoise Trévaux. Merci à nos amis libraires, Brigitte et Corinne qui nous accueillent ce matin. Alors, je n'ai pas de présentation à faire puisque pour la plupart vous êtes venus hier pour Fabrice Collin, Joyce Sormand et François Bégodeau. Merci d'être là. Et c'est à vous. Je peux juste dire oui, pardon. Plus du merci à tout le monde. C'est que dans cet établissement, chaque fois qu'il y a trop de monde, ça a toujours été grâce à François. On a rempli, on a fait plein. Voilà, et puis aussi dire que la librairie, c'est peut-être ce qui vous a fait... J'aime à croire que c'est ce qui a fait que vous vous êtes aussi un peu installé à Saint-Cécile. Parce que François il lit la littérature, pas que intellectuellement, il les aime aussi de tout son corps, avec son physique. Merci. Non, je suis pas prêt. Tu es pas prêt? Non, tu l'as pas lu. Ça, je découvre. Tu vois? Bonjour. Donc l'exercice c'était de parler d'un livre. Je crois que toi tu as vraiment respecté, mais... Je vais... Ah si, tu as respecté parce que c'est une réédition. D'un livre qui est sorti dans la rentrée littéraire de janvier. C'était ça l'exercice. Ouais. Ben ouais. Oui. Pourtant. Alors j'ai choisi un livre d'une bonne maison d'édition qui s'appelle Vertical. Noémie Lefebvre, L'enfance politique, c'est son troisième livre. Le premier s'appelle Autoportrait bleu, je crois, j'ai oublié, Autoportrait bleu. Et il y a 2 ans, elle avait écrit L'état des sentiments à l'âge adulte. Alors, je vais vous lire un extrait. Je vous pitch un tout petit peu avant et puis j'en parlerai après. C'est l'histoire de Martine, c'est Martine qui parle. Et Martine sort de l'hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Donc elle a passé du temps en hôpital psychiatrique sous camisole chimique. Et elle revient chez sa mère. Et elle est allongée dans son lit. Et c'est une espèce de monologue intérieur complètement délirant sur l'état de ses sentiments à l'âge adulte, précisément, sur son rapport à sa mère, sur ce qu'elle a vécu à l'hôpital psychiatrique. C'est une espèce de dérive entre démence et extra-lucidité. Et c'est vraiment un livre sur le rapport d'amour qu'elle entretient avec sa mère. Et je préfère commencer par vous lire un extrait, et puis on parle un peu après. Vous allez voir, c'est une écriture, c'est plein de petits fragments, des phrases assez courtes, ça marche par emboîtement de phrases, par répétition, un peu comme des samples qui tournent comme ça, un effet de centrifugeuse, une espèce de phrases qui collapsent, et c'est très drôle. Ça va peut-être pas être très drôle quand je vais lire, mais en fait le livre est très très drôle. Non mais c'est quand même assez rare pour être souligné, les livres très drôles. Il y a par exemple les livres de François Bégodeau. Ma mère est gentille. À l'HP, elle venait me voir. Elle me racontait ses petites histoires, ça ne m'intéressait pas, c'était son moulinage, mais ça me faisait plaisir. Elle m'apportait des choses pour me symboliser. Elle avait fait un sac, elle me vidait son sac, c'était des choses à moi qu'elle m'avait bien choisies. Elle me montrait les choses, elle me faisait l'article, elle me valorisait par les choses que j'avais. Il y avait aussi des choses qu'elle me donnait, qui étaient à elle, son fourbi personnel. Tiens, c'est pour toi, Martine, je te donne ça. Et ça aussi. Ça me fait plaisir de te donner ces choses. Merci, maman. Tu aimes bien toutes ces choses? Oui, maman. Ça te plaît? Vachement. Tu es contente, Martine? Oui, maman. Je regardais dehors pour me sortir d'ici car je voulais fumer. T'as apporté des clopes? J'y ai pensé, Martine. Des ultra strong sans filtre avec le goudron, la nicotine et les agents de texture? Absolument, Martine. Ma mère prend soin de moi. Comme on s'emmerdait à l'HP, à part aller fumer, il y avait la télé.
Ce qu'il fallait voir, des reportages et des témoignages et des informations. On trouvait tout parfait. C'était pour passer le temps, mais c'est toujours pareil. Alors ma mère voulait me lire de la littérature, des romans édifiants, des journaux de bonnes femmes, des people poétiques ou des pages culturelles. D'accord, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, la lecture, ça me tombait. Ma mère aussi, ça lui tombait. Elle faisait le son des mots et le ton des phrases, respirait au virgule et s'arrêtait au point, tout ça sans y penser. Ma mère peut lire un livre entier sans y penser du tout. C'est pour ça qu'elle est bête. La bêtise de ma mère est incommensurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir exactement jusqu'où ça continue, bien qu'elle soit par ailleurs très intelligente. Ma mère est capable de comprendre des choses tout à fait complexes, comme la Sainte Trinité, mais elle ignore des savoirs élémentaires comme la grammaire générative. Elle préfère ne pas savoir ce qu'elle ignore et s'en tenir à ce qu'elle connaît, même si ce qu'elle connaît est de moins en moins sûr. Ma mère dit qu'elle connaît des gens qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne connaît pas des gens qu'elle connaît. Je me demande si elle n'aurait pas commencé une confusion mentale. Je ne dis rien, ma mère n'est pas prête. On ne peut pas tout dire à sa mère. La confusion mentale est difficile à penser. Ma mère n'y pense pas. On dirait qu'elle veut rester dans l'ignorance. Elle a peur de perdre la santé mentale en pensant à cette pensée. Elle préfère croire à une croyance que penser à une pensée. Quand elle doit penser à la pensée, elle se met à croire à sa croyance. Ma mère préfère croire. C'est un trouble mental de la pensée, de ma mère, à cause des bonnes sœurs de son éducation. Elle pense que la pensée menace la croyance à laquelle elle croit par crainte de la folie. Elle croit que la folie et la pensée mentale sont un seul et même trouble. Que la pensée mentale est une folie qui menace la croyance. Elle a peur du désordre de la pensée mentale qui se concentre en effet à l'HP. C'est normal, l'HP est une institution dédiée à la pensée. C'est un cadre mental inadapté à ma mère, non seulement à cause du mental, mais aussi à cause du cadre. Ma mère se sentait enfermée dans ce cadre cognitif de la pensée mentale. Ça lui faisait un effet de redressement psychique qui devait lui rappeler les bonnes sœurs du maréchal Pétain. Ma mère est une enfant au passé douloureux du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain a en effet traumatisé des enfants, dont ma mère. Des enfants dont elles ont eu la pensée troublée par le maréchal Pétain. De nombreux enfants, dès leur plus jeune âge, ont souffert de troubles du maréchal Pétain chez les bonnes sœurs de l'occupation. Plus ils étaient en institution, plus on les redressait à l'aide du maréchal Pétain, dont abusaient les bonnes sœurs de l'occupation. Ces enfants redressés par l'institution des bonnes sœurs ont subi les abus du maréchal Pétain. Ils sont traumatisés par ce passé en désordre psychique. Ils ont ce souvenir de petites violences sur les enfants de France, avec ces caresses de la vieille main sur la tête des enfants. Les enfants coiffés par une vieille main du maréchal Pétain. Des enfants la mort dans l'âme, sages et bien élevés. Un enfant bien élevé ne s'obtient pas sans un usage vigilant, à la fois inflexible et tendre, du maréchal Pétain. Ma mère, à cause de son passé, s'envahissait de pensées qui font peur aux croyances. Elle se tourmentait par des pensées en désordre dans l'institution prévue à cet effet. Elle faisait des angoisses, c'est-à-dire des crises de peur accompagnées de sensations de resserrement dans la région épigastrique, d'oppression respiratoire et cardiaque, de sueur et de frissons fiévreux. Elle s'angoissait à cause de son enfance abusée dans une institution prévue à cet effet. Ça lui revenait d'un coup, cette institution, à cause de son enfance. Elle me cassait l'ambiance. « Maman, tu devrais partir. »« Non, Martine, je reste. » Ma mère voulait partir pour s'en aller d'ici. Mais elle devait rester pour être une bonne mère, selon les vieux critères de son éducation. « Maman, je vais dormir. Tu peux partir, maman. Vas-y, maman. » Mais ma mère était là, sur la chaise, ne faisait presque rien. Des prières, je présume. Quand ma mère est assise et qu'elle bouge la bouche, souvent c'est qu'elle prie. Elle dit le Notre Père, ça se devine à son air. D'abord, elle vouvoie Dieu, mais très vite, elle le tutoie. Elle dit tu à Dieu comme aux pauvres. Ma mère tutoie les pauvres. Elle commence par vous et très vite, elle dit tu à tout le monde, sauf les riches. Les riches, non. Ma mère ne tutoie pas les riches. Ma mère a peur des riches parce qu'ils ont du pouvoir. Elle a peur du pouvoir. Mais elle tutoie Dieu, elle n'a pas peur de Dieu. Au bout de 2 phrases, ça y est, les copines. Notre Père, qui est aux cieux, elle dit, mais après directement, que ta volonté soit faite, etc., etc. Et à la fin, on voit sur sa bouche et ses mains ouvertes vers le ciel sur ses petits genoux, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, maman. Oui, Martine, amen. Je dis ça pour ma mère parce qu'elle est seule avec sa religion qui ne la relie pas. Ça me fait pitié, la religion qui me coupe de ma mère. Ma mère est contente que je lui dise amen. Elle sourit comme un ange. Et même ainsi soit-il, maman. Oui, Martine, ainsi soit-il, c'est vrai. Voilà, maman, c'est fait. Ma mère ne bouge pas. Combien de temps va-t-elle rester à prier dans l'HP, pourvu qu'elle ne se lance pas dans un chapelet? Je cherchais la formule qui la ferait partir. L'amour, peut-être. Je t'aime, maman. Et toi? Maman, tu m'aimes?
Ah, tu fais chier, Martine. Et voilà, je la connais par cœur. J'aime ma mère pour sa façon de détester l'amour. Alors elle se levait, elle me remettait la télé contre la solitude. Après, elle s'en allait. Elle était partie. Je regardais les pubs entre les jeux du soir. C'est génial, non? C'est génial. En fait, je voudrais... Je mets un petit papier là parce que... Ouais, j'ai pris des notes, je suis pas très... Mais c'est pas très... Non, ce qui m'a... Enfin, vous avez vu, ce qui est génial, c'est cette espèce de phrases comme ça, de phrases qui collapsent, quoi, de phrases dont la respiration est coupée. Il y a une chose qui m'a interpellée, comme on dit, quand le livre est sorti. Non, pas dans le livre, mais j'ai lu un article d'un journaliste du Monde des Livres qui s'appelle Jean Birnbaum et qui disait qu'il saluait le livre comme un livre qui dénonçait justement les rapports mère-fille et l'amour toxique, et il disait que c'était un livre sur la haine d'une mère, d'une fille, pardon, pour quelqu'un. Or, je ne sais pas si vous l'avez senti juste dans le petit passage que j'ai lu, mais ça me paraît être précisément le contraire, c'est-à-dire un grand livre sur ce que c'est que l'amour maternel et l'amour filial. Et pour moi, il y a plusieurs choses assez passionnantes dans ce bouquin. D'abord parce que c'est une espèce de démontage précisément du roman familial, du roman généalogique, du roman qui met en scène la famille et les liens de famille. Et c'est une espèce de livre inversé sur l'amour qui présente l'amour comme une démence et comme une série de tensions et de contradictions. Et c'est aussi un livre sur l'institution psychiatrique, c'est vraiment un livre foucaldien au sens le plus fort du terme, sur la dénonciation du système psychiatrique comme une tentative d'explication précisément de la démence des sentiments. Je vais lire quelques extraits. Et alors le titre, l'enfance politique, là aussi c'est tout de suite pris comme une espèce d'inversion du motif de l'enfance, à savoir que l'enfance est toujours pris comme un motif d'intériorité psychologique, un motif de construction des identités. Et Noémie Lefebvre, ce qu'elle raconte dans ce bouquin, c'est que précisément les individualités ne sont pas intérieures, qu'elles sont politiques, qu'elles sont extérieures, et que finalement ce qui structure une enfance, c'est ce qu'elle appelle dans le livre un viol politique, puisque Martine en fait a été victime d'un viol politique qui n'est jamais nommé comme tel. Mais vous voyez, là dans cet extrait ici on parle du maréchal Pétain, mais en fait il y a tous les grands drames, toutes les grandes guerres du XXe siècle qui passent dans le livre comme ça. La guerre de Corée, l'occupation, la guerre d'Algérie, et donc elle tisse comme ça une espèce des échos entre un désordre mental et une enfance qui ne serait pas une enfance traumatisée par une histoire familiale, mais qui serait une enfance traumatisée par une violence politique. L'idée que les enfants se constituant comme des êtres victimes de violence, le font dans un rapport à la violence extérieure et non pas à une violence qui serait familiale, qui serait psychologique. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ça va? Non, c'est un peu... D'accord. Et c'est un livre qui, prenant le motif de l'enfance, de la famille, etc., décide d'explorer en fait la part politique de toute vie, et non pas sa part intime. Je vais vous lire des petits... Pour justifier un peu ce que je dis, je vais vous lire... Ah ouais, il y a un truc. Je te demande d'abord sur cette charge contre la psychiatrie. Donc à un moment, donc, il y a Martine, et c'est un flashback, Martine
repense à son internement à l'HP, et sa mère vient la voir et vient rencontrer les soignants. Martine, elle ne comprend pas pourquoi elle est à l'HP, et les soignants ne veulent pas la laisser sortir, et donc la mère vient pour discuter avec le personnel soignant. Le personnel soignant explique à ma mère qu'il me faut du repos, que c'est pour me calmer, que pendant ce temps-là, ils feront un signalement au commissariat de ce qui s'est passé, un viol politique dont je ne me souvenais plus, mais dont j'avais parlé parce que c'était pas grave. Un signalement, pourquoi? Le personnel soignant dit que c'est obligatoire parce que c'est interdit. Ma mère dit « Ah, qu'est-ce que ça change ?» Le personnel soignant dit que c'est la loi. Ma mère dit « Oui, mais qu'est-ce que ça change ?» Le personnel soignant dit qu'il y aura une enquête. Ma mère « Et alors, qu'est-ce que ça change? On peut déposer plainte. » Ma mère dit « Bon, et qu'est-ce que ça change? Parce que c'est important de punir le coupable. » Quel coupable, dit ma mère. Ma mère dit « Le coupable, en voilà une affaire. » Ma mère dit « Ah » et redit « Ah ». Elle remonte dans les tours, dit « Si vous croyez que le coupable est le coupable, et alors comme ça tout le monde est content. On a un coupable et tout le monde est content. » Ma mère dit « On connaît la musique. » Et un peu plus tard, vous comprenez, on ne sait pas. Les traumatisés, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est Martine qui parle. Certains le sont à cause de presque rien. D'autres passent au travers de n'importe quelle guerre et reviennent en état. Certains ont entendu siffler quelques obus et ils sont en morceaux. D'autres ont un bras en moins, mais ça va, ils font de la poésie. Est-ce qu'ils sont plus forts? Est-ce qu'ils sont plus braves? Est-ce que c'est une question de volonté? Et un dernier. Avec la psy, il n'y a jamais rien eu. Idéologiquement, c'était incompatible. Pour elle, quand on veut, on peut. Dans ces conditions, vous voyez, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est vers la fin du livre, l'espèce de réduction de la psychiatrie à une idéologie. Pardon. Je n'ai pas besoin de commenter, je pense que c'est fort tout seul. Il y a juste autre chose qui m'a beaucoup plu, qui se trame dans le livre. Donc, outre cette espèce de monologue amoureux, très drôle, de charge contre la psychiatrie, une espèce comme ça de généalogie de la morale à l'envers, et de conviction que nous sommes des traumatisés politiques. Il y a aussi, dans le livre, elle sème tout le long du livre, l'idée qu'en fait, évidemment, ce viol politique, il est aussi le fait des hommes. C'est-à-dire que quand on parle du traumatisme du viol, on parle des violences des hommes infligées aux femmes. Et Noémie Lefebvre parle donc de viol politique, d'une histoire politique qui aurait traumatisé les enfants, et que ce viol politique, il continue à être le signe de la violence des hommes contre les femmes, de la violence des hommes, parce que les hommes, ce sont ceux qui font la guerre. Et elle donne cette définition de l'hystérie à un moment que je trouve géniale. Donc on accuse Martine d'être hystérique. Cette femme est hystérique, ça lui vient de l'hystère. C'est une folie de l'homme dans la femme en proie à la folie de l'homme. L'hystérie pour Noémie Lefebvre, c'est précisément pas une espèce de désordre féminin, mais c'est le poison de la folie de l'homme dans la femme, c'est-à-dire la guerre, le poison de la guerre dans la femme. Et je suis contente d'avoir un livre qui donne une définition masculine de l'hystérie. C'est la première fois que je lisais ça. Ça me fait assez plaisir. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler. Excusez-moi. Ouais, je voulais vous parler. Oui, tout à l'heure en introduction, je disais que ce qui me. Ouais, j'avais été frappée par le fait que une critique comme ça, assez facile, enfin assez rapide du livre, assez superficielle,
qui méconnaît complètement le texte, voilà, s'engouffre dans cette brèche de la haine d'une fille pour sa mère, sous prétexte qu'il y a de l'excès, de la violence, de la colère. Et que moi, ce que je trouve très beau dans le livre, c'est précisément de cette façon de montrer les passions contraires à l'œuvre dans ce sentiment filial. Et à un moment, elle écrit ça, Noémie Lefebvre. Ma mère ne m'a pas eu pour m'avoir, mais la vie fit qu'elle m'eut. Elle n'a pas cherché à m'avoir, ni moi, ni personne. Même elle a cherché à ne pas m'avoir, elle m'a eu sans le vouloir. C'est vrai que ma mère ne put pas m'avorter, vu l'idéologie de son éducation. Alors elle m'a gardée, et finalement ma mère en a conçu une sorte de joie, dont elle me reparle à chaque anniversaire. Ma mère m'a transformée en heureux événement. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux sur... Voilà. Enfin, moi, j'y connais rien, mais à la maternité et à l'amour... enfin, un petit peu à l'amour filial, mais... en fait, c'est un livre, on ne peut pas vraiment... Enfin, je crois qu'il n'y a rien à en dire, quoi. Il va se lit des passages, ça me semble tellement implacable. J'ai qu'à m'arrêter là, d'ailleurs. Ouais. Non, mais parce que sinon, je vais prendre tout le temps. Partie. On va lire tout le bouquin, toi. Hein, on va lire tout le bouquin. ouais, non, mais en fait, j'ai envie de vous lire tout le bouquin. Ouais, voilà. Mais, et puis, alors, vous avez vu en plus le plaisir que c'est de lecture, ces genres de bouquins qu'on a envie de lire à haute voix, évidemment. On fait rire les gens et tout, donc c'est une espèce de satisfaction narcissique, même si on n'a pas écrit le livre. Voilà. Voilà, la présentation des livres donne envie de le lire. Hein. Oui, bah, ça suffit. Ouais, tu sens tout ça là. Ouais. Alors, Histoire de Arnaud Schmitt, c'est un petit livre, pas cher. Achevé de publier en février 2015, donc j'ai bon, mais en réalité c'est un recueil de nouvelles, des textes qui ont été écrits entre 55 et 59. Alors, qui est Arnaud Schmitt? C'est un écrivain allemand de l'après-guerre qui a connu un silence critique assez assourdissant pendant la majorité de sa vie, que moi je considère comme un pur génie. Il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est une des trois, peut-être, allez, on va dire, les 5 plus grands auteurs du XXe siècle, rien que ça. Et je pense que les gens qui le découvrent, soit sont immédiatement frappés et voilà, il y a une force de l'évidence qui va s'imposer à eux et ils sont d'accord avec moi, soit ça va leur passer complètement au-dessus du ciboulot et à ce moment-là, je pense qu'on ne peut rien faire pour les convaincre. C'est-à-dire que vraiment, si l'intelligence du bonhomme ne s'impose pas à vous, ça ne veut pas dire que vous-même n'êtes pas intelligent, mais ça veut dire que la rencontre ne s'est pas faite et que peut-être à ce moment-là, ça ne sert à rien de s'obstiner. Alors, l'intérêt de ce recueil, c'est que c'est d'abord la nouvelle la plus longue, qui fait 14 pages, et elles en font 5 ou 6 en moyenne. C'est des sortes de petits contes assez marrants, et ça fournit surtout une excellente introduction à l'œuvre du monsieur, qui peut paraître difficile d'accès, l'œuvre en question, parce que tout simplement... c'est quelqu'un qui a presque réinventé la façon de traiter la langue, réinventé presque la façon d'écrire en termes de, comment dire, de rénovation vraiment de l'écriture et en gros, c'est comme si la littérature était une montagne et que tout le monde l'avait toujours escaladée par le même flanc et puis lui, il va trouver un nouveau versant, quoi. Alors, comme j'ai du mal un petit peu à en parler, j'ai emprunté les mots d'Éric Chevillard, qui visiblement a fait cette rencontre à un moment dans sa vie. Il faut préciser en préambule qu'à peu près tous les romans, les recueils d'Arnaud Schmitt sont disponibles en français, grâce à la traduction d'un monsieur, malheureusement décédé il y a quelques années, mais qui était un bonhomme extraordinaire qui s'appelait Claude Rille, et qui a fait un boulot fabuleux, parce qu'arriver à traduire ça, c'est réellement un exploit, vraiment. C'est-à-dire qu'il a dû réinventer la langue française pour traduire cette réinvention de la langue allemande. Alors c'est difficile de juger la fidélité à l'œuvre originale, mais de toute évidence, la transmutation est réussie.
Et tous les autres livres d'Arnaud Schmitt, si vous voulez, généralement vous avez un moment de flottement de 4 à 5 minutes en moyenne. Je crois que même Chevillard le dit, hein, c'est vraiment 5 minutes. Il y a un sas où on se dit, voilà, ça vous fait des trucs bizarres au cerveau, quoi. C'est pas comme d'habitude, c'est pas comme quand vous lisez un autre livre. Il va notamment faire un usage très particulier de la ponctuation, des points d'exclamation, des deux points, des tirets. Il va arrêter des phrases en plein milieu. Dit comme ça peut sembler atrocement expérimental, mais en vérité, c'est vraiment une façon de traduire le courant de conscience, la pensée toujours en mouvement, toujours assurée comme ça. Alors on pourrait dire que c'est pas le premier à faire ça, mais c'est le premier à le faire de cette façon. Évidemment, c'est quelqu'un qui, dans les années 50-60, est tombé un petit peu en pamoison devant le Finnegan's Wake de Joyce, et s'est dit qu'il voulait faire son Finnegan's Wake à lui. Il l'a fait. C'est un bouquin qui n'a toujours pas été traduit à ce jour. C'est à peu près le seul qui s'appelle Settle Traum, parce qu'il est pratiquement intraduisible, il est en tout cas impubliable. C'est un livre qui fait 1 mètre de haut, tout simplement. On ne peut pas le faire autrement. Il ne peut pas faire une version poche. Voilà. Il y a plusieurs colonnes, des notes. Il y a 3 récits entremêlés, mais presque à un niveau spatial. Il y a un autre livre à peu près du même genre qui, lui, a été traduit, qui s'appelle Soir bordé d'or, dont Chevillard se vante de posséder un exemplaire, mais moi aussi j'en possède un. On peut encore les trouver sur Price Minister pour la modique somme de 150 € à peu près. Et voilà, c'est un livre qui est grand comme ça, c'est un peu comme les livres pour enfants, qui sont volontairement très grands, dans lesquels on a envie de se plonger. Bon. Là, on est vraiment sur le versant plus expérimental de l'œuvre de Schmitt. Dans ce recueil de nouvelles, pratiquement les 3/4 des histoires sont écrites entre guillemets presque normalement, et puis sur la fin on commence à voir les prémices de l'expérimentation, mais encore une fois une expérimentation qui est géniale parce qu'elle est extrêmement accessible. Pour la petite histoire, Schmitt parcourait en vélo l'Allemagne et se faisait héberger chez des gens avec sa femme qui le suivait fidèlement, et ils ont vécu à peu près 50 ans de leur vie sous le seuil de pauvreté. Jusqu'au moment où Schmitt en a eu un peu ras-le-bol et s'est dit je vais peut-être écrire des textes plus courts ou des articles parce que finalement au signe c'est plus rentable. Pourquoi ça sert d'écrire des romans de 500 pages qui font 1 mètre de haut si finalement j'en vends 30, c'est un petit peu difficile pour j'ai pas eu le plaisir de le connaître ni de connaître sa femme, mais en tout cas cette femme a fait preuve d'un dévouement assez extraordinaire vis-à-vis de son mari, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Quand on voit ce qu'il écrit, on sait qu'on ne va pas vivre dans un relais château, quoi. Et alors, à 2-3 ans avant sa mort, et c'est presque ironique parce qu'il est mort d'une congestion cérébrale, peut-être un peu avant le moment où il aurait dû ou pu mourir, il est tombé sur une sorte de banquier allemand qui s'est fait son mécène. Donc là, c'est un monsieur pour qui la rencontre s'est produite, si vous voulez. Le type, il lit un bouquin de Schmitt, il dit « mais vous en vivez ?» Non, très très mal, mais c'est un scandale. Bah oui, je vous le fais pas dire. Bah, je vous file 3000 marks par an, installez-vous dans cette maison, etc. Et écrivez tout ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Expérimentez, mon vieux, faites-vous plaisir, etc. Donc je pense que Schmitt n'a pas supporté en fait soudain cette espèce d'embellie dans sa vie, et que la littérature devienne plus vraiment un combat, mais un truc pour lequel les gens vous payent. Et c'est peut-être pour ça qu'il est mort. Alors, Chevillard écrit la chose suivante. Arnaud Schmitt met au point sa méthode pour la description et l'éclaircissement du monde par le mot, et encore en vue d'une reproduction exacte des mécanismes cérébraux par un agencement particulier des éléments de la prose. Excusez du peu. L'extérieur et l'intérieur, tout sera révélé, dévoilé, rendu public, de la littérature comme inauguration. Le regard de Schmitt régénère, rafraîchit, il sait voir les choses telles qu'elles se donnent avant l'usage, et littérature. Et nombre de ces définitions, grâce à l'extrême sophistication de sa méthode, pourraient paradoxalement passer pour des mots d'enfants nés de la dernière pluie. Exemple, les lecteurs sont ceux qui disent toute leur vie parapluie, pour une chose à la vue de laquelle un écrivain pense une canne en jupon. Aussi ne vantera pas la sobriété classique de sa prose, comme on le fait, dit-il, pour tous ceux qui n'ont rien de neuf à dire. Chez lui, justement, tout est si neuf qu'il semble être le premier à s'en étonner. S'exprime sans cesse dans ses pages une forme de surprise ou de stupéfaction qui tantôt est émerveillement,
comme elles sont bien bâties, les mamselles sapines, quand elles s'élèvent libres de toute contrainte, tantôt navrement, c'est donc cela que nous faisons, qu'on appelle vivre. Du coup, le lecteur n'en revient pas non plus. Il semblerait que tous les mots utilisés par Schmitt servent pour la première fois. Son encre est une eau, une rosée, le monde y fait sa toilette. Les corps en sortent jeunes et nus, ragaillardis. Ils s'ébattent en liberté dans le clair pays de la conscience lucide. Il y a dans l'air comme une légère odeur de menthe et de savon. Cette aube frappe les lapins de stupeur, on peut les saisir facilement par les oreilles. Propageons cette myxomactose, c'est l'extase. Arnaud Schmitt est passé par là. Voilà. Je vous lis ça parce que moi je n'aurais pas dit mieux, hein, c'est peu de le dire. Alors, Arnaud Schmitt, vraiment les textes sont vraiment toujours très drôles, très optimistes, pleins d'allant, et il adore se moquer des autres écrivains, sans méchanceté particulière. Mais là je vous lis le début d'une nouvelle qui s'appelle « Que dois-je faire ?» C'est un titre assez génial. Lire est terrible. Quand j'entends d'un héros qui se dispose à penser, il plissa son front et pressa ses lèvres avec gravité, je sens aussitôt mon visage devant se déformer de cette même grimace cogitative. Ou un sourire altier jouait avec le coin droit de sa bouche. Mon Dieu, je passe alors pour un sot, car je serais bien incapable de produire tel ineffable sourire altier, et encore moins avec le seul coin droit de ma bouche. Encore un don que le destin m'a refusé. Pour beaucoup, il doit en être de même le matin dans le tramway. On voit clairement les ravages causés dans nos rangs par les écrivains, leurs enchaînements d'idées, les gestes les plus infâmes qu'ils nous ont imposés. Hier, le jeune homme en face de moi, il est étudiant à l'école supérieure des sciences techniques, et lisait un auteur du reste inconnu de moi, Tennessee Williams. En tout cas, c'est ainsi que s'appelait dans ma jeunesse les malfaiteurs exotiques, pourquoi pas Alaska Jim. Ce jeune homme donc releva la tête et me jeta sans embâche un regard si sanguinaire que je m'en protégeais en enfonçant mon chapeau sur le front et sortis d'une station plus tôt. Il s'en est fallu peu que je n'arrive en retard au magasin. Il m'aurait vraisemblablement découpé en rondelles de bas en haut ou ligoté dans un sac et livré au piétinement d'une ronde de fous furieux aux chaussures de plomb. Ah, les romans feuilletons, les romans feuilletons. Récemment, on a pu lire en plein milieu d'un texte cette formulation minable. Tel un lion, lentement, il tourna sa tête. Le lendemain, on aurait dit qu'une bonne moitié des passagers avaient le torticolis. Ils battaient des paupières, ils ronflaient avec un air de dédain et comme au ralenti. Et ce même jour, les jeunes filles aussi, on ne savait plus par quel bout les prendre. Elles semblaient tout avoir oublié leur mouchoir, et nous, les hommes, elles nous transperçaient de regards on ne peut plus insolents. J'appris seulement par la suite qu'il était écrit au même moment dans la gazette concurrente, elle renifla avec insolence. Donc, quand je vous dis les prémices de la sorte de méthode chimique qui, vous l'avez compris, est assez informulable, dans un texte suivant, on a cette espèce de frottement au fameux courant de conscience cher à Virginia Woolf et à Joyce notamment. Mais là, c'est fait de façon très très simple. Hein. La traversée avait été beaucoup trop fatigante. Je ne peux pas dormir dans la lumière trouble d'un couloir en suspens sous le ciel. Avec ça, toute cette mode de pensée. A. À quoi ressemblerait l'Occident après ses 20 ans? B. Si Petra était encore en vie et où? Non que j'eusse voulu procéder à des recherches, Dieu m'en préserve. C. Fallait vendre les 3 pièces radiophoniques ensemble seulement, ça ferait 10 000. D. Et naturellement tout le fretin, le mariage de notre radiotélégraphie sur Tristan d'Acunha, d'aînés comme des ornithorynques pour la cérémonie, la fiancée s'était acheté de nouvelles lunettes. C'est quoi Rias? La terminaison de la deuxième personne du singulier, premier conditionnel, indicatif actif en espagnol. Il faudra que j'imagine quelque chose à Berlin pour augmenter l'impression de génialité. Et si je me donnais ostensiblement une tape sur l'occiput avant chaque déclaration, ainsi qu'on boucle sans tarder l'anecdote intéressante de mise, cette étincelle d'éternité ornera toute l'existence, et ainsi de suite, hélas. Voilà. Alors, c'est des contes macabres, hein, la plupart des histoires, des 28 histoires qui sont racontées là. Au début, c'est un chef géomètre à la retraite qui s'appelle Sturenbourg et qui commence toujours en disant « j'ai un truc incroyable à vous raconter ». Et le lecteur fait partie en gros du cercle d'auditeurs attentifs, sachant que le dit Sturenbourg truffe ces histoires de digression complètement oiseuses et on n'a jamais de toute façon la fin de l'histoire. C'est plutôt la façon dont elle est racontée, évidemment, qui vaut. Je voulais un petit passage pour vous donner une idée du sens aussi de la métaphore et cette façon très particulière qu'a Arnaud Schmitt de décrire les choses. C'est une nouvelle qui s'appelle « Sortie scolaire ». Aller à la fenêtre. Alors là, encore, il se moque un peu des écrivains. Ne pas presser le front contre la vitre, ça se fait à la rigueur dans ces romans de Pacotti où l'on s'agite beaucoup.
en vérité, le radiateur il fait obstacle. Ou aussi la longue et étroite tablette carrelée, et d'ailleurs, la susdite partie de votre anatomie rougit sous la pression et se salit, et c'est tout ce qu'on obtient. Les piaillements des moineaux coupaient de fines entailles dans l'enceinte du bruit de trafic. Le vent ramassa dans toutes sortes de détritus un grand gaillard de poussière qui fut obligé de valser jusqu'à ce qu'une auto vienne l'étirer en longueur et le traîne à mort avec son unique papier. Puis, à ma hauteur, des fleurs de marronnier rouge, partout aux alentours, sur 100 balcons, des chaises longues pleines de créatures qui veulent bronzer, d'autres plus âgés, plus sensés, déployaient des parasols géants pour se protéger du soleil de mai brûlant, de la taille de ceux du marché, et avec des coloris à vous faire crisser des yeux. N'étaient donc pas plus sensés, simplement plus âgés. Plus âgés, et ma jambe qui recommençait à me faire mal. Se peut-il qu'après 45 ans précisément, la voûte plantaire cède tout d'un coup, qu'on se retrouve comme ça, un beau soir, être l'heureux propriétaire d'une paire de solides pieds plats, life begins at 40, acquiescé amèrement. Certes, si on avait de l'argent, je saurais dès à présent comment l'utiliser. Une minuscule maisonnette dans la lande, 8000 tout au plus, pas comme ces caisses d'épargne qui balancent à tout va des vingtaines de mille, comme en scand des hexamètres. Dans la petite remise Uniseta, 1 millier de livres choisis, pouvoir enfin lire jusqu'au bout et en toute tranquillité l'île de Welsenburg, l'été de la Saint-Martin, ou les signes de A à Z. Pour la nuit, un vrai lit, et plus ce maigre cadre peau rouge de canapé-lit, ne plus être obligé d'écrire pour croûter, plus de prose expérimentale, plus d'essais, il y a des guillemets à chaque fois, plein d'esprit, plus de programmes de nuit. Les seules pendules tolérées seront les silencieuses, celles qui marchent au sable ou au soleil, ou à la rigueur dans le couloir une vieille horloge de parquet qui, une fois toutes les éternités, après qu'on aura pensé à beaucoup de choses très diverses, dira, comme pour elle-même, voir la lune se coucher, au-dessus des prairies esselées, tout rouge serait devenu l'être argenté au moment de s'enfoncer dans une bande de brume et une bordure de pin. Les premiers livres d'Arnaud Schmitt ont été publiés par Christian Bourgois, qui je pense a arrêté face à l'enthousiasme délirant du public et de la critique. Néanmoins, voilà, moi ça me réchauffe le cœur quand je vois des gens comme Chevillard, parce que c'est vraiment un petit peu un sésame, Arnaud Schmitt. Moi, c'est une attachée de presse qui était stagiaire chez Bourgois qui m'a fait découvrir ça, alors que j'étais en train de lire des bouquins de Tolkien et de Lovecraft, si vous voulez. Et elle m'a dit, arrête tout, il y a ça, c'est génial, c'est autre chose, quoi. Et à partir du moment où, encore une fois, cette rencontre s'est produite, il n'y a plus besoin de mots, et c'est pour ça que là, l'exercice est un peu vain aussi. Je vous dis, là, vous ne perdez pas grand-chose, quoi. 7,95 €, essayez. C'est un poison assez doux, et vraiment, s'il se diffuse dans vos veines, après, vous êtes foutus, et c'est génial, il vous reste 20 livres à acheter. Et encore une fois, celui-ci est tout à fait accessible. Et vraiment, la joie qu'on peut avoir après, c'est la joie d'être en présence de quelqu'un qui a vraiment l'intention de réinventer la littérature. Et donc, c'est extrêmement cruel pour les autres écrivains, les autres livres qu'on va lire juste après, parce qu'on a l'impression que tous les écrivains sont des gentils petits écoliers très très sages. Mais comme on le disait hier, c'est pas grave quand on écrit soi-même, parce que vous pourriez me dire bah, pourquoi tu continues à écrire. Le sentiment vraiment de joie, qui est une espèce de joie intellectuelle assez pure qui est procurée par cette lecture-là, c'est pas du tout quelque chose de délétère ou quelque chose qui va vous faire vous affaisser sur votre chaise en vous disant mais à quoi bon. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner un coup de fouet. Vous savez très bien que vous approcherez jamais un dixième du talent de ce gars-là, mais c'est pas grave. Son énergie et sa volonté d'écrire qui s'est jouée de toutes les contingences matérielles qui lui sont tombées sur la figure pendant toute sa vie. Là, on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui écrit ni pour la reconnaissance publique, ni pour l'argent. Voilà, ça prouve qu'on est en présence d'une vraie énergie. Pour la petite histoire, je pense qu'Arnaud Schmitt aurait détesté ce qui s'est passé par la suite, parce qu'en fait, peu de temps après sa mort, de son vivant, on lui reprochait en fait de ne pas s'inscrire dans ce courant de la littérature allemande de l'après-guerre qui devait prendre position par rapport à cette après-guerre.
Or lui, il n'a jamais parlé du nazisme, il n'a jamais parlé du communisme, il s'en foutait complètement, quoi. Il racontait ces choses à lui, et chacun de l'exhorter à un peu descendre dans la cohue pour se frotter aux autres, et il a toujours été excessivement en retrait, et ça lui a été vraiment beaucoup reproché. Mais par suite, comme ça se passe souvent, 2-3 ans après sa mort, soudain on se rend compte que c'est un génie, et dans les universités, je crois que c'est à Cologne, il y a carrément un département qui est expressément dédié à l'étude de son œuvre. Enfin voilà, il y a des gens qui sont salariés, si vous voulez, pour lire du Arnaud Schmitt, alors que de son vivant, il vendait 30 bouquins en moyenne quand il en sortait un. Là, voilà, c'est une maigre consolation, mais je suis toujours content quand j'arrive à faire vendre au moins un de ses livres. J'aime par ailleurs beaucoup les éditions Tristram de façon générale pour le travail qu'ils font et puis la qualité de leur traduction. Je leur ai promis que sur leur relevé de vente, ils allaient voir un petit pic aujourd'hui. Donc je compte sur vous. Je vais vous présenter le livre d'Olivier Cadieux qui s'appelle Providence, mais je voulais juste avoir un petit mot pour cet autre livre qui est sorti, je crois, en décembre. Donc de Martin Page. Martin Page, c'est un écrivain que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Né en 75, donc plutôt on va dire, jeune écrivain au sens large. Et il a cette particularité, Martin Page, d'avoir fait des livres jeunesse et puis des livres non jeunesse. Mais alors, il se trouve que à lire, par exemple, Je suis un dragon, ces catégories-là explosent totalement. C'est plus du tout le sujet, savoir si c'est jeunesse ou pas jeunesse. Il suffit d'une phrase de Martin Page pour tout de suite atomiser. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des livres qui sont d'une grande densité stylistique, tout en pouvant être parfaitement lus par des jeunes gens, parce que brassant un imaginaire parfois un peu fantasmagorique. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une petite fille qui se découvre des super pouvoirs. Elle a 12 ans, elle s'appelle Margot. Alors elle a une petite histoire parentale sur laquelle je passe, et puis elle découvre qu'elle peut voler et qu'elle est extrêmement forte, et donc... Ce qui est bien, c'est que le livre qui part sur ses bases tout à fait enfantines, je dirais, Martin Page essaie de donner crédit à cette hypothèse-là. C'est-à-dire qu'il essaie vraiment de se demander ce qui peut arriver à une petite fille dont on découvrirait comme ça les super-pouvoirs. Et par exemple, les enjeux diplomatiques. C'est-à-dire, au nom de qui, finalement, est-ce qu'elle va effectuer, comment dire, exercer ses super-pouvoirs, au nom d'abord de la vertu ou du vice, au nom des Américains ou de tel autre bloc. Enfin, donc il y a une espèce de mélange comme ça entre... une sorte de sérieux, de l'analyse précise disons, des rapports de force ouverts par ces super-pouvoirs, tout en gardant une sorte de bonhomie stylistique qui pourrait être attachée à une prose qu'on pourrait appeler plus enfantine. Et vraiment, c'est d'une phrase à l'autre, le registre change, quoi, ce que je trouve très, très salutaire, quoi, de faire exploser ce genre de choses. Si on veut considérer que l'art serait justement ce qui nous permet de ne pas avoir d'âge, c'est-à-dire que quand on lit, quand on est un spectateur de cinéma, on n'a pas d'âge, quoi. Ou alors on a tous les âges en même temps. Bon, bah, il faut bien qu'il y ait des proses qui réalisent ça, et je trouve que cette prose est une espèce de réalisation de cette très belle utopie véhiculée par l'art, en tout cas par sa pratique. C'est une espèce d'abolition des âges et comme ça, des comportements. Je vous lis juste une petite phrase, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais pour être un peu précis. Elle ne paye pas de mine, comme souvent, c'est une prose extrêmement modeste aussi, celle de Martin Page, une prose très droite comme ça, sans effet spectaculaire. Une assistante sociale parla à Margot et lui expliqua tout de la vie et de la mort en une seule conversation de 20 minutes dans un bureau d'un centre médico-social qui sentait le café sucré. Ça, c'est typiquement le genre de mouvement de phrase que j'aime beaucoup. C'est une assistante sociale parle à Margot, lui explique tout de la vie et de la mort. C'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, en une seule conversation de 20 minutes, pas rien de résumer tout de la vie et de la mort en une seule conversation de 20 minutes. Et la phrase qui partait comme ça sur des bases très, très amples et très solennelles se termine par le petit détail qui tue. En baissant comme ça vers le minuscule, dans un bureau d'un centre médico-social qui sentait le café sucré. Et on a des plus grands, et ça en un seul trait. Et il y a plein de beaux mouvements comme ça de phrases. Voilà. Donc je voulais juste avoir une petite mention là-dessus. Je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur ce bouquin là, qui est sorti en janvier. Providence d'Olivier Cadieux, c'est surtout l'occasion de parler d'Olivier Cadieux, qui est vraiment un des auteurs que j'ai le plus lu de ceux qui officient dans la littérature contemporaine française. Joy aussi, je ne sais pas toi d'ailleurs si tu le connais ou si tu... Oui, je le connais, mais je ne l'ai pas lu. Ouais.
Ben voilà, donc Fabrice est beaucoup plus une position beaucoup plus typique que la mienne et celle de Choi par rapport à Cadio, et en général assez peu lu. Bien que je pense qu'on est quand même un certain nombre à être un peu fan de cet auteur. Enfin, quand on l'aime vraiment, quoi. C'est quelqu'un qui marque beaucoup, par rapport auquel on peut se situer. Moi, il m'a beaucoup marqué, y compris dans mon travail. Mais c'est vrai que il n'a pas une audience extrêmement large. Bon, voilà, c'est comme ça. Et je pense que ce livre-là, si vous voulez, d'une certaine manière, porte la raison pour laquelle il n'a pas d'audience large. C'est un livre finalement assez... c'est compliqué de décrire l'univers de Cadio, je peux juste vous renvoyer à ses autres livres, Futur ancien fugitif, tu mets, Colonel des Oeuvres. Colonel des Oeuvres. Retour définitif et durable de l'être aimé, Voilà. Fairy Queen. Un livre qu'on peut faire. Oui, il y a aussi Xavier qui est Ah fan. bah j'en étais. Ouais, alors celui-là par exemple, Retour durable, définitif Définitif et durable. Retour définitif et durable de l'être aimé. Rien que ce titre, on pourrait passer quand même 12 heures dessus, hein, voire 20 ans, parce que ça fait longtemps que je le rumine celui-là. Alors celui-là, Providence, pour moi, il est sorti en janvier, ce qu'on pourrait appeler, si on était un journaliste paresseux, un roman de la crise, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est que Cadio ne fait pas des romans au sens roman. C'est-à-dire que vous ne reconnaîtrez pas des trames romanesques habituelles dans sa prose. C'est beaucoup plus original que ça. D'ailleurs, il vient de la poésie, Cadio, d'une poésie très contemporaine. Il a commencé par ça. Et ses livres sont très marqués encore par une certaine économie de la langue qui serait plutôt du côté de la poésie. Une poésie très contemporaine. Et là, ce livre, Cadio nous fait croire, ou se fait croire, qu'il va enfin écrire un vrai roman, quoi. Un vrai roman avec dans les règles de l'art, quoi, si vous voulez. Enfin, il va arrêter de faire le malin, enfin, il va se débarrasser, par exemple, de son personnage attitré, qui s'appelle Robinson, qui est un peu le double de l'auteur depuis tous les livres, en fait, qu'il a fait se balader un peu partout, une espèce de héros qui, comme son nom l'indique, un peu solitaire, comme ça, traversant des lieux, des situations, parfois un peu fantaisistes, parfois plus réalistes. Et là, il veut se débarrasser de son Robinson, et c'est aussi se débarrasser de sa manière d'écrire pour faire enfin un vrai roman. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et ça ne sera pas sur ce coup-là non plus. Donc le livre me paraît à la fois très drôlatique sur lui-même, sur cette incapacité-là, et en même temps un peu écorché, quoi, comme s'il mesurait non pas tant son incapacité à écrire un roman, mais plutôt, comment dire, le fait que décidément il n'est pas fait pour ça, que décidément il n'a pas l'humeur d'écrire un roman. Je vais revenir en vous citant quelques phrases qui sont comme ça un petit peu des phrases, je dirais presque des phrases théoriques, des phrases de réflexion sur ce que c'est que la forme romanesque et la raison pour laquelle lui n'arrive pas à coller à cette forme. Mais je voulais commencer par une très belle, je trouve, une définition très simple qui se trouve dans ce livre de ce que pourrait être un écrivain. Alors il dit: un artisan absorbé dans l'exécution de tâches pas si importantes que ça, pas si futiles que ça non plus, juste absorbante. Bah, je trouve cette définition parfaite. Ça fait 600 000 fois qu'on essaie de tourner autour, mais finalement écrire c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? Bah, celle-là, il y a tout Cadio dedans, parce qu'elle est à la fois très sérieuse, cette définition, je pense qu'elle peut faire réfléchir. En même temps, on voit qu'il y a aussi une sorte d'ironie, une micro-oralité, alors qu'il est en train de pontifier un peu sur ce que c'est que la littérature. Pas si importante que ça, c'est une formule un peu orale, vous voyez, c'est pas si futile que ça non plus, c'est aussi de l'oral. Donc et en même temps, de finir sur ce juste absorbante, je trouve que ça résout assez bien la question que se pose un écrivain en permanence. Enfin, je prends ce qui est mon cas, mais je crois que c'est aussi le cas de quelques amis écrivains que je peux avoir. C'est toujours quand même de se poser la question de la pertinence de faire ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que c'est vraiment la vie la plus désirable pour moi-même que de passer des milliers d'heures à écrire des livres? Bon, je trouve que cette phrase résume assez bien le truc, quoi. Pas si importante que ça, mais pas si futile que ça non plus. C'est-à-dire que je pense que quand on écrit, on est en permanence sur la crête entre l'idée que c'est quand même pas rien d'écrire. Quand même, c'est pas rien ce que je suis en train de faire. Ça brasse quelque chose, quoi. Et en même temps, c'est rien. C'est des mots, quoi. C'est des espèces c'est des pattes de mouche sur une page, pour reprendre une métaphore qui se trouve dans le livre. Et en même temps, au bout du compte, tout ce que je peux dire de mon activité d'écrire, c'est qu'elle est absorbante. Je ne sais pas si je fais des bons livres ou des mauvais, je ne sais pas si ça valait le coup ou pas, je ne sais pas si j'aurais pas mieux fait d'être alpiniste ou conduire des hélicoptères. Ce que je sais, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'au bout du compte, cette activité-là m'aura absorbé.
Et c'est d'ailleurs ambigu, absorbante, ça veut dire que ça me prend vraiment, je suis vraiment concentré sur le truc, ça me requiert. Et en même temps, peut-être que si je suis absorbé là-dedans, c'est que je ne suis pas concentré sur autre chose. Donc je pense que là, il y a une espèce de... Et ce qui est intéressant chez Cadio, et moi c'est ce qui me paraît aussi me définir le geste littéraire de base, en tout cas moi tous les auteurs qui m'intéressent sont des gens chez qui je sens une certaine perplexité, petit a par rapport à l'activité même d'écrire, petit b par rapport au langage. Ça me paraît mais constitutif de la littérature. Et Cadio s'inscrit complètement dans cette tradition d'écrivains qui ne sont pas forcément en grande amitié parfaite avec le langage. Je voulais vous lire juste voilà, un petit peu au petit bonheur des trucs, des passages, si je les retrouve. Donc là, par exemple, je ne sais pas du tout la phrase que j'avais notée. Donc voilà, je viens de passer un bon moment, assez utile. C'est mon côté très pédagogue, ça. Bon, là non plus, si... Alors, bon, tentons le truc. C'est un peu bizarroïde comme style, hein, Cadio, mais bon. Il y a toujours du bizarre, il y a du louche. J'aime bien ça aussi. C'est bancal, quoi. Donc, c'est pas un auteur d'une limpidité immédiate. Il y a toujours un point d'étrangeté. Donc, par exemple, il y a des moments où on ne sait plus vraiment ce que l'on pense. On ne perçoit plus des choses que des taches de couleur vague. C'est parfait. Alors ça, c'est ça l'étrangeté. Vous partez sur un truc négatif, hein, une espèce de perte. Il y a des moments où on ne sait plus vraiment ce que l'on pense, mais c'est pas bien. On ne perçoit plus des choses que des taches de couleur vague, une espèce de perdition de la perception, c'est parfait. C'est justement parce que je le perçois mal que c'est parfait. Et c'est le genre de paradoxe dans lequel c'est là qu'il est vraiment un auteur, je trouve, qui flirte toujours un petit peu avec la poésie. Bon, à un moment, il essaie de dresser une liste de tout ce dont on peut se souvenir et qui vous constituerait comme personnalité. Mais le problème, c'est qu'il se dit, on ne se souvient pas grand-chose finalement de sa vie. On ne se souvient pas, puis on ne se souvient pas de l'essentiel, c'est-à-dire les détails. Et donc, il prend un exemple. Par exemple, la fois où vous avez mangé le plus de cerises directement sur un arbre n'est pas nécessairement indexé dans la liste. Voilà. Et ça, c'est terrible pour lui. C'est de ne pas pouvoir se souvenir de ça. Alors après je vais vous donner 2-3 détails comme ça qui sont plutôt, je dirais, métapoétiques, c'est-à-dire où je sens qu'il est quand même en train de nous parler de la forme romanesque elle-même. J'ai mal marqué mes pages, pour ça que je suis pas très efficace. Alors ça c'est... Bon, il faut vous dire aussi que j'ai lu ce bouquin en même temps que je lisais le Houellebecq en janvier, parce que je devais lire le Houellebecq, non pas parce que je fais partie de ces gens qui considèrent qu'ils ne peuvent pas respirer plus longtemps s'ils ne lisent pas tous les Houellebecq, mais parce que j'avais le projet d'écrire dessus dans Transfuge, un magazine, et donc je le lisais un petit peu pour écrire un texte un peu sérieux sur Houellebecq, puisque désespérant de trouver des textes sérieux sur Houellebecq. Et je lisais le Cadio en même temps, parce que pour le coup je me précipite vraiment à chaque fois qu'un Cadio sort, et c'était très intéressant comme contrepoint, parce que Houellebecq on a encore vendu 300 000, je pense Olivier 2000, et on voit tellement bien pourquoi. Il ne s'agit pas de dire que Cadio c'est mieux que Houellebecq, je ne suis pas là pour distribuer les bons points. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est quand même assez étrange fondamentalement que l'un vende autant et l'autre si peu. Bon, et après, c'est étrange mais très logique, parce que ça tient aux formes. Houellebecq, au bout du compte, fait des livres écrits dans une forme qui est la forme dominante, c'est-à-dire le roman à idées. Le roman qui raconte des trucs et qui vous explique un peu la vie sur 2-3 choses et qui vous fait réfléchir. Voilà, avec un personnage à qui il arrive des machins, et puis le personnage il dit des choses sur la situation, la société, tout ça. Voilà, et bon, ça c'est la forme dominante du roman. En gros, tous les écrivains qui vendent beaucoup sont dans cette forme-là. C'est vraiment la forme qui vend, et ça ne veut pas dire qu'elle soit indigne, hein, je veux dire, elle a sa noblesse, mais c'est une forme qui est majoritaire. Bon, et Cadio n'étant pas dans cette forme-là, il a du mal. Et pourquoi il n'est pas dans cette forme-là? Ben, il le dit parce qu'il est trop dans le petit, il est trop dans le détail. Or, lui, ce qu'il dit, c'est qu'un roman, par exemple ceux de Houellebecq, il ne parle pas de Houellebecq directement du tout, hein, avance toujours avec des gros trucs, quoi. Faut y aller un peu avec les gros sabots dans un roman, quoi. Et y compris chez les grands romanciers, mais Balzac, qui est un romancier que j'aime beaucoup, je m'empresse de le préciser, il va un petit peu comme ça, ça avance, quoi. C'est toujours un peu un char d'assaut, les romans de Balzac. Et là, Cadio nous dit, à force de parler de décennies, on finit par y croire.
À force de parler de décennies, on finit par y croire. C'est-à-dire que Cadio vous fera jamais des phrases qui commencent par « Dans les années 90, les gens se comportaient comme ça ». Non, non, c'est trop gros. Une décennie, ça ne va rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire les années 90 ? Il y a des milliards de gens qui ont vécu les années 90 et ont vécu des vies extrêmement multiples, sachant que chaque individu est lui-même traversé par énormément de multiplicité. Un individu est très peuplé, comme disait Deleuze. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire des romans qui prétendraient embrasser une décennie? Mais c'est complètement fou comme projet, c'est débile, c'est une falsification. Cadio, il peut pas vous faire des phrases comme ça qui seraient très satisfaisantes pour un lecteur. Il dit ouais, j'ai appris des trucs sur les années 90. Et surtout l'ordre calendaire, c'est-à-dire la chronologie, l'idée que comme ça un roman avancerait d'un début à une fin, il n'y croit pas non plus, puisqu'il dit ne voyant pas que les choses poussent dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est vrai que tous les romans, en gros, la forme dominante du roman utilise toujours une chronologie relativement linéaire, oui, enfin, sauf que la vie n'est pas linéaire. Donc il y a un mensonge, si vous voulez, de la forme romanesque auquel Cadio ne peut pas adhérer. Alors lui, il est toujours dans le détail, dans le petit, dans le minuscule, il y a toute une métaphore du microscope chez lui. Alors ça donne des phrases comme, par exemple, « Avec un petit canal rempli de truites sauvages au ventre tacheté d'étincelles oranges ». Vous allez encore du plus grand au plus petit. On finit par le ventre tacheté d'étincelles oranges. On va vers le détail. D'ailleurs, il est très proche de la peinture. Oui, là je tombe sur une phrase, c'est le genre de phrase que j'adore de Cadio. Je dirais deux serpents à sonnette au repos. Alors, ce que j'adore dans cette phrase, c'est deux mots. C'est-à-dire, si vous dites, on dirait un serpent à sonnette au repos, pourquoi pas? Le point d'étrangeté très très infime, c'est deux. C'est absurde. Pourquoi il est bon? Voilà. Voilà, je tombe sur une autre, mais je vais essayer de finir vite. Juste encore des phrases. Oui, alors voilà, lui, comme il est dans le minuscule, il ne peut pas supporter qu'un personnage, on lui donne un destin et que ça avance comme ça avance tout le temps d'année en année, on embrasse des années, et donc forcément le personnage évolue. Lui, il a l'impression de le perdre, quoi. Lui, il a tout de suite envie d'arrêter l'image. Il veut toujours faire des arrêts sur image et pour regarder le détail, comme on fait d'un tableau. D'ailleurs, à un moment, il décrit un tableau et il le décrit en détail. Alors là, par exemple, pourquoi raconter sa vie à toute vitesse? Pour en extraire plus vite la morale, il ne va rien rester. C'est une maladie, c'est quoi l'idée? Roman de quoi? Je n'ai plus le temps de vivre puisque je vois la fin de chaque chose en accéléré à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comme ça y aller, encore une fois, à grands traits d'une vie, vous résumer une vie comme ça en 200 pages et en tirer une morale, hein, comme si la vie avait du sens. Il n'y a guère que les romans qui croient encore que la vie a du sens. Okay. Heureusement, il y a quand même énormément de romans qui s'attachent à démontrer l'inverse, ce qui paraît quand même un peu plus cohérent à la base. Oui, alors d'ailleurs, il fait dire à ces personnages qui dit que les livres c'est vieillot, que la poésie c'est vieillot, il ne faut plus en faire. Un personnage qui lui dit voilà, c'est trop long, Hurlala 1, parce qu'ils ont des noms de chiffres, enfin des chiffres pour nom. Vous vous perdez dans les détails, on dirait de la poésie, c'est atroce. Vous vous perdez dans les détails. Ça, c'est le problème. Je crois que cette phrase résume assez bien la perdition de Cadio. C'est-à-dire qu'il est foutu, quoi. Il se perd trop dans les détails, et c'est sa perdition. C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à fabriquer un roman qui consente un moment à laisser un peu les détails de côté pour faire avancer une histoire, pour faire avancer du sens. Donc, le livre documente en permanence ça. Alors là, ouais, il s'en prend à ce que c'est qu'une héroïne et un personnage. Donc c'est son propre personnage qui parle et qui dit « Quelle erreur, je ne suis pas une héroïne », c'est un personnage féminin. « Je ne suis pas une héroïne, j'ai menti, je ne suis pas entièrement une seule chose qui avance avec une seule idée en tête et qui se transforme à vue d'œil. » Alors ça, c'est la définition du personnage romanesque classique, hein, qui a une personnalité, qui a un objectif, je ne sais pas, Rastignac, à nous deux Paris, conquête, le provincial va essayer de réussir. Il n'est qu'ambition, Rastignac. Il n'est que ça, il est résumable. Par ailleurs, c'est un personnage que je trouve passionnant. Hein, mais c'est vrai que le code romanesque veut ça, veut qu'il y ait un trait caractéristique du personnage, un objectif, et puis évidemment, il va rencontrer des obstacles, et ces obstacles vont générer de la fiction, vont générer du récit. Donc bah là, il n'arrive pas à donner à son héroïne une espèce de trait comme ça, ce qui fait que son héroïne qui monte à Paris, parce que la partie s'appelle Illusion perdue, donc il essaie vraiment d'écrire un roman à la Balzac, à la Illusion perdue. Sauf qu'il n'y arrive pas, quoi. Elle s'arrête en route, elle piétine, elle s'embourbe.
Et alors je finirai là-dessus, qui me paraît définir ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire les écrivains qui moi m'ont toujours intéressé sont ceux chez qui je sens une perplexité par rapport au fait d'écrire et une perplexité par rapport à l'outil même du langage. Je trouve que Cadieux le résume très bien en disant on ne garde rien, on avance sans se retourner. Ça il définit justement le romancier, ce qu'il n'est pas. C'est une définition de lui par la négative. Donc le romancier ne garde rien, avance sans se retourner. On n'est pas là à scruter la langue comme un médecin inquiet. On avance. Et c'est ça, le romancier est quand même un moment pour faire avancer son histoire, il ne faut pas trop qu'il se pose de questions. Il ne faut pas qu'il s'arrête en permanence à dire mais c'est quoi cette phrase, c'est quoi ce mot, mais ce mot ne va pas de soi en fait, ce mot ne veut rien dire. Tiens, c'est bizarre comme tournure grammaticale, en fait pourquoi est-ce qu'on utilise ça alors qu'en fait, est-ce que ça ne serait pas un cliché? Non, il faut avancer, quand on raconte, il faut avancer. Alors que Cadieux, lui, fait plutôt partie des écrivains qui passent leur temps à scruter la langue comme un médecin inquiet. Il la scrute, il la regarde, il la dissèque, et forcément ça produit une forme qui est moins fluide encore une fois qu'un roman. Je ne sais pas si c'est une très très bonne façon de vous le vendre, tout ce que je viens de dire. Je pense même que c'est complètement contre-productif. Oui. C'est ça. Voilà. Donc ne le lisez pas. C'est un écrivain que je déteste en fait. Voilà, j'ai une rivalité avec lui. Donc je voulais vraiment m'assurer que tout le monde continuera à ne jamais le lire. Je m'arrête là. Dire que c'est drôle. Oui, mais c'est vrai, j'ai oublié l'essentiel. Cadieux est un auteur très drôle. Ce que j'ai lu n'était pas très drôle, mais vraiment.